戦え。うるさい。俺を死なせてくれないんだ。終わりにしたいんだよ、俺たちで。ミカサやアルミン、みんなを救いたいな。その名はエレン・イエーガー。ユミル・フリッツは自由のために戦った。名は進撃の巨人。Il y a très longtemps, lorsque le globe était encore inorganique, un rassemblement de plein d'éléments inconnus avait réagi les uns les autres, se sont alors associés afin de se défaire pour se recomposer à nouveau, jusqu'à ce qu'un système se forme et continue de survivre. C'est ainsi qu'est née la vie. Le chapitre 137 commence très fort, le fond de l'océan, avec plein de créatures qu'on a déjà vues dans l'opening 3 de la saison 2. Il y avait même plus ou moins le même plan avec l'espace ou le mélange bizarre d'ADN. Très fort de la part d'Isayama, et c'est quelque chose qui m'avait vraiment surpris, puisque c'était la 4e fois qu'on revenait vers un opening pour se dire tiens, mais cette scène est enfin en quelque sorte expliquée ou montrée. Ymir est entré en contact avec la source de toute la création, c'est ce qui est raconté et c'est ce qui est vrai. De plus, notons que dans le manga, contrairement à l'animé, il y en avait beaucoup. On a pu en voir 3 dans la première planche. Armin retrouve donc Sig dans le chemin en train de jouer avec du sable. Ce dernier ne valorisait pas tant que ça le concept de la vie, dont le seul et unique but était de durer, se propager, continuer d'exister et surtout ne jamais s'éteindre. Tout être vivant doit continuer à aller de l'avant, se reproduire, donner naissance à des générations qui elles-mêmes accompliront la même chose. La notion de la mort s'oppose à celle de la vie et c'est pour cela que la peur intervient. C'est pour cette raison qu'Ymir n'a jamais abandonné. Il ne voulait pas disparaître et la peur joua un très grand rôle. Toutes ces explications données par Sigegger sont simples et on les comprend tous. Cependant, juste avec ce début, et c'est quelque chose de personnel, Isayama m'a directement touché de l'intérieur avec un petit quelque chose. Et ce n'est pas la première fois, où grâce à cette liberté d'interprétation, te laisse comprendre des choses que seul toi peux ressentir réellement. Et je trouve cela très beau avec Shingeki no Kyojin. La petite fille a donc voulu se protéger de ce monde cruel, en façonnant un corps plus grand, plus résistant et plus puissant, tout en se réfugiant dans un univers où la mort ne peut exister. Mais comment? Qu'est-ce donc ce chemin invisible réellement? Et comment l'a-t-elle créé? D'ailleurs, on revient 2 secondes sur Sigegger. Ce dernier était en train de construire un château de sable, ce qui va bien avec sa vision des choses concernant le concept de la vie. Sig n'a jamais eu la chance de jouer étant enfant. Il était jeune lorsqu'il avait intégré l'armée et son père ne jouait jamais avec lui. Donc là, il pouvait enfin faire quelque chose qu'il aurait souhaité étant enfant. Je le vois comme ça. Donc tout ce qui se déroule dans la réalité, le grand terrassement, n'est que l'horrible résultat de la soumission de la vie à la peur. Les guerriers, les soldats eldiens et Mar cherchent à lutter pour rester en vie, alors que Sig était pour le plan d'euthanasie, empêcher les Eldiens de se reproduire jusqu'à disparaître complètement et sauver les autres. Même si Armin veut protéger le reste du grand terrassement, à quoi bon? Tout ce qui vit ne finit-il pas par mourir? Peut-être qu'au moment de rendre son dernier souffle, ce ne sera qu'un soulagement. Peut-être que la vraie liberté vient justement après la mort. Sig est clairement dans le fond, mais n'a pas tort en quelque sorte. Les simples moments qu'on n'apprécie pas suffisamment dans la vie sont ceux qu'on peut vite regretter dans le futur. Regardez ce qu'est devenu Sigegger après avoir obtenu son titan. Preuve qu'il aimait jouer à son sport préféré, rigolant même en tuant d'autres êtres humains. C'est pour cela que finalement, il comprit ce que voulait dire Armin. Chapitre 120, il avait dit à Eren: je me demandais également pourquoi le temps ne passait pas si rapidement. Sig a même retrouvé sa coupe normale alors que dans le 120, il avait affirmé qu'il ressentait comme si des années s'étaient passées. Tout ne durait qu'un instant dans ce monde. Malheureusement, pas de réponse dans le manga concernant ceci. À part le fait qu'Ymir était en réalité amoureuse du roi Fritz, ce qui l'empêchait de se rebeller contre lui. Et c'est la même chose qu'avec Mikasa et Eren. Il y a très longtemps, je me posais une certaine question, pourquoi Ymir, avec toute la force qu'elle possédait, ne s'était pas chargée d'éliminer le roi Fritz, une simple fille esclave depuis petite, avec un esprit brisé, qui ne pouvait rien faire selon moi. Mais la véritable raison était qu'elle avait un regret. Sig lui-même essayait de la comprendre pendant tout le temps qu'il était resté avec elle. Je pensais que c'était à cause du fait qu'elle se faisait descendre et maltraiter depuis son très jeune âge, qu'elle est ensuite devenue vide, juste une esclave sans volonté propre. Mais alors Eren nous donne la réponse. Ce bordel s'explique par le syndrome de Stockholm. Ymir était amoureuse de son démon, du roi Karl Fritz. Alors vient la question suivante. Pourquoi Ymir ne s'était pas régénéré après la trahison de cette armée? Une personne qui aime quelqu'un voudra rester à ses côtés et surtout le protéger. Mais non, la petite s'est enfermée dans le chemin pour peut-être tenter de fuir son enfer à elle, mais continua quand même à servir le roi par amour. Ça nous fait un peu rappeler à Mikasa avec Eren au début, qui est toujours là pour lui. Alors qu'il ne lui a jamais vraiment donné de l'importance, il continuait à aller de l'avant avec
avec d'autres priorités en tête. On sait que c'était pour ses amis, mais ce n'était pas pour le cas de Mikasa. Elle restait amoureuse d'un fou qui lui faisait en quelque sorte du mal. Mais bon, avec le chapitre 138, elle est à présent au courant. Et donc, lorsque Mikasa avait embrassé Eren, après l'avoir tué, Ymir a souri. Et je pense que c'est car Mikasa lui a montré, ou plutôt prouvé, qu'on pouvait rompre d'une certaine manière pour se libérer. Je pensais que c'était Eren qui avait aidé Ymir, mais au final, juste partiellement, car elle se battait toujours après pour détruire le monde. Rester ici pour l'éternité, ou bien mettre fin à tout ça, maintenant, elle peut enfin reposer en paix. Ce que je n'ai pas aimé, c'est le fait qu'Isayama nous laisse dans le doute en disant « Alors ça, seul Ymir pourrait te répondre. » Concernant Mikasa, d'accord, mais j'aurais voulu la voir parler et se confier elle aussi. Mais d'un autre côté, ça reste très intéressant puisqu'encore une fois, ça permet à chacun de se faire son propre avis. Concernant Sig Geiger, le sang royal et le pouvoir de l'originel, il y a toujours un petit détail qui me dérange. Depuis le début, j'étais contre le fait qu'Eren devait absolument utiliser Sig pour exploiter le pouvoir de l'originel et continuer le grand terrassement. Au moment même où il a libéré Ymir, il devait avoir les pleins pouvoirs. Or, dans la fin de l'attaque des titans ainsi que dans cet épisode, Sig meurt et le grand terrassement s'arrête. Mais par la suite, ses amis essaient quand même de tuer le parasite par peur qu'Eren fusionne avec lui et que le grand terrassement se redéclenche. Ce qui souligne encore une fois mes doutes concernant le sang royal. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Maria, Rose, Sheena. ある継承者、道を見たと言った。あの一瞬だけ。まさか！不戦のちぎりを打ち破る方法だ。力を使えるのは君じゃない。いわば君の役割は鍵だ。お前は鍵に過ぎなかったんだよ、エレン。 Pour qu'un Eldien normal puisse contrôler l'originel, il doit à tout prix entrer en contact physique avec un membre de la famille royale ayant un titan primaire ou primordial. Si une personne ayant du sang royal hérite du titan fondateur, elle se retrouve directement emprisonnée dû au pacte de non-agression inventé par le 145e roi Fritz, qui empêche tout possesseur et possesseuse de ce titan de pouvoir se servir de son plein potentiel afin de sauver Eldia. Avant de passer au moment précis dont je veux parler, nous allons revoir et analyser deux situations importantes d'activation de l'axe. Saison 2, épisode 12, chapitre 50 intitulé Le Cri. Eren a pu contrôler les titans pour attaquer le souriant, sans même le savoir. Il avait également avoué dans le chapitre 67 qu'il était désespéré quand il a frappé le titan. Seulement, on sait tous que pour commander des titans, il faut hurler. C'est comme cela depuis toujours. L'ordre se déclenche avec un cri. Alors pourquoi à ce moment, Eren n'a pas pu accéder au chemin? Toutes les conditions se sont réunies pour permettre ceci, tout comme avec Sig Geiger dans l'épisode 19 de la saison finale. On peut également constater que seule Dina pouvait se permettre de donner des ordres à Ymir et aux titans, puisqu'elle aussi est censée avoir accès à l'axe sans être sous l'influence de l'idéologie du roi Fritz, vu qu'elle ne possédait pas directement l'originel. La seule différence entre ces deux moments, c'est que Sig Geiger détenait un titan primordial, et c'est un détail très important car il reste maître de ses mouvements, alors que Dina Fritz fut simplement changée en titan primaire pour au final rester prisonnière. Sig peut donc alors interagir avec Ymir, après avoir brisé le pacte évidemment, contrairement à Dina. Et vous l'aurez compris, c'est pour cela qu'Eren a pu se défendre ce jour-là. Si un Eldien de sang royal sans titan touche un détenteur de l'originel, ils peuvent se changer des souvenirs, que ce soit fait de manière volontaire ou aléatoire. Si un Eldien de sang royal possède l'originel, il se voit privé de plein d'avantages. Si un Eldien de sang royal ayant un titan primordial entre en contact avec un autre normal détenant l'originel, il peut avoir le plein contrôle. Enfin, si un Eldien de sang royal entre en contact avec un autre qui détient l'originel, mais que ce dernier est un titan bête, il reste prisonnier, mais peut aider à servir les intérêts de l'hôte du fondateur en agissant comme un catalyseur.
そうとも限らん。 Je précise que le mécanisme des souvenirs peut être totalement aléatoire. Comme ce qu'on a vu avec Reiner et Porco, ça peut être lié à un événement ou à des choses qu'ils ont vécues en commun. De plus, Eren Kruger mentionne que la mémoire d'un Eldien peut refaire surface chez un autre, que ce soit son époux, sa femme, ses enfants ou des voisins. Bref, n'importe quel autre Eldien. Et en parlant de ça, on peut revenir à l'épisode 22 de la saison 3 où, contrairement au manga, Historia a eu accès à des souvenirs d'Ymir en touchant la lettre. Une décision très risquée de la part de 8 Studios car entraîne plein de questions. On peut donc expliquer cette dernière par le fait que les proches en général ont de fortes chances de se partager des souvenirs. Ça reste impossible à prouver car de base cette scène ne devait pas exister. Isayama dit que l'anime est la version finale de son manga. Ça reste étrange. Un point encore très important, tous les souvenirs se transmettent à la première personne. Et donc si on revient au moment où Ymir se fait dévorer, il devait obligatoirement y avoir un Eldien avec Lemar qui regardait le rituel sans doute avant d'applaudir. Bien, je voudrais revenir à présent sur ma vision des choses concernant le sang royal dans l'attaque des titans. J'en avais vite fait parler dans la review de l'épisode 80. Ymir a eu 3 filles avec le roi Fritz, Maria, Rose et Sina. Chaque titan primordial a un nom et une capacité spéciale ou dans le pire des cas, des caractéristiques uniques et des points forts. Le fait de contrôler des titans, de modifier l'organisme de l'être humain, d'altérer la mémoire et j'en passe, fait partie des facultés de l'originel. Je pense que la toute première fille à avoir eu le fondateur ainsi que ses descendants furent les seuls à pouvoir réellement maîtriser les pouvoirs de ce titan, du moins jusqu'à l'arrivée du 145e roi Fritz qui imposa son pacte de non-agression. Supposons par exemple que Maria avait reçu ce titan. Tous les descendants de Rose et Sina ne pourront jamais utiliser l'originel en cas d'héritage. Pour ma part, ce sont tous des Eldiens normaux. Je sais que le sang peut changer d'un enfant à un autre, si les deux parents sont différents. Il y a pas mal de possibilités scientifiques, mais à mon avis, le sang n'a rien à faire dans tout ça. Ce sang appelé sang royal est juste une notion créée pour pouvoir avoir d'un côté des familles nobles, comme les Reis qui vont continuer à faire des enfants et à perpétuer le cycle de passation du fondateur, et de l'autre des familles également supérieures à celles qui sont normales, car elles détiennent le reste des titans primordiaux, évitant ainsi toute anarchie. Dans le chapitre 137, le grand terrassement s'est arrêté juste après la mort de Sig Jäger. Théorie déjà citée par Hansi Zoé, effectivement, sans Sig, Eren ne pouvait plus diriger les colossaux. Et on a vu que dans l'épisode 80, contrairement au manga, une scène très courte a été rajoutée où l'on remarque Eren absorber Sig. On peut se dire que c'est juste pour éviter que ceux qui désirent l'arrêter disposent d'un atout de taille ou alors qu'il avait besoin de lui pour faire tomber les dirigeables de l'Alliance avec ses longs bras. Je rappelle que le plan pour détruire l'armée était prévu bien avant. Et de ce fait, Eren est censé tout posséder et pouvoir tout contrôler à lui tout seul. Je pense également qu'au moment où Eren a répondu au message d'Ymir, elle n'a pas seulement trahi la lignée royale pour rejoindre Eren et lui obéir en tout point, car le but était de la rendre libre pour qu'elle puisse faire ce qu'elle veut. Alors ok, elle lui a permis de déclencher le terrassement, ou alors c'était son désir à elle également, mais n'oubliez pas qu'elle a aussi aidé Armin et Sig. Si elle était avec Eren du début jusqu'à la fin, elle ne leur aurait pas envoyé les anciens détenteurs. Enfin, si tout ce que j'ai dit est faux, et que le sang royal y est vraiment pour quelque chose, eh bien, on peut dire que la science dans l'attaque des titans marche comme ça, et que par je ne sais quel moyen, il fallait qu'un sang de type X entre en contact avec le fondateur pour exaucer toute chose désirée. À quel moment Eren a pu influencer ses prédécesseurs? En réalité, la temporalité dite fixe dans l'attaque des titans, où tout ce qui s'est produit ne peut être changé, représente un paradoxe. Eren a commencé à influencer Kruger, Grisha et je ne sais qui encore, au moment même où il s'est retrouvé dans le chemin, et où Sig l'a fait entrer dans les souvenirs de son père. Si Grisha a pu tuer la famille Reis, c'est parce que Eren du futur était présent dans les souvenirs de son père du passé. Ça semble n'avoir aucun sens, mais c'est pourtant le pouvoir du titan assaillant combiné avec celui de l'originel. Eren nous montre ensuite sa vraie nature, enfin, surtout après qu'Armin lui asséna un bon coup de poing. Isayama nous avait montré à quel point Eren pouvait être cruel, mais au final, ça reste un jeune de 19 ans qui a des sentiments, qui est amoureux et égoïste. Le monstre reste un simple humain, et honnêtement, comme le dit aussi bien Armin, j'ai eu pitié de lui, même si je le comprends. Seulement, repenser à l'ancien Eren du chapitre 123 qui dit « Je ne peux pas parier le futur de l'île de Paradis » me choque toujours quand on compare avec ce bébé qui s'effondre et qui pleure. Mais encore une fois, c'est un être humain. Et je ne comprends pas les gens qui trash talk sur Eren à cause de ça. Si tu n'aimes pas vraiment quelqu'un, tu n'irais pas aussi loin pour lui.
Un passage que j'ai trouvé très riche également, celui où Eren dit qu'il ne voulait pas mourir. J'ai direct pensé à cette scène du chapitre 100 avec Willy Tybur, et je me rappelle que certains trouvaient ce personnage très lâche pour avoir dit ça, alors qu'Eren est tout simplement comme lui finalement. Finalement, il ne souhaite pas mourir, mais pourtant il a tué 80% de l'humanité qui pensait la même chose. Il est devenu un meurtrier, mais pour ses amis. Il a endossé le rôle de l'ennemi pour libérer le monde, non pas de ce cycle de haine qui semble être infini, mais des titans. On revient finalement au premier but d'Eren et aux paroles de Sig Yeager dans le chapitre 137. L'objectif de la vie est de perdurer. J'ai trouvé ça tellement beau. Eren savait qu'il allait être arrêté, mais avoua que même s'il avait su qu'il allait gagner, il aurait continué son plan de raser toute la planète Terre, parce qu'il en aura eu envie. Isayama nous dessine alors l'ancienne planche révélée il y a des années de Grisha portant Eren, en lui disant « tu es libre ». Nous qui faisions des théories de fou sur cette page, pourtant si simple, Grisha regrettait de s'être comporté comme un mauvais père avec Sig, en lui imposant sa vision du monde, et en lui confiant une mission. C'est pour cela qu'il dit à Eren « tu es libre ». Mais pourtant, Grisha était choqué. Il n'en revenait pas qu'il avait mis au monde un être qui avait compris qu'il était enfermé comme un oiseau dans une cage. C'est exactement ce qu'il avait fait à Sig bébé. Il était sorti du camp Eldien pour lui faire visiter le monde extérieur et surtout pour lui faire détester ses conditions de vie et le rendre conscient, en espérant qu'il éprouve une haine aussi forte envers les Mars pour qu'il se venge par la suite. Au passage, en comparant avec le manga, c'était dommage qu'Eren ne dise pas la même phrase à Armin comme dans le chapitre 84. Au final, celui qui sauvera l'humanité, c'est toi, Armin. Au début de ce rêve ou de ce voyage dans les souvenirs, Eren avait tout raconté à Armin. Ce dernier avait tout compris, son pouvoir de titan et j'en passe. Il a donc su qu'Eren voulait les faire passer pour les héros d'Eldia. Mais en vérité, ceci ressemblerait à ce qu'avait fait le clan Tybur avec le roi Fritz, inventer Elos pour leur cause. La malédiction d'Ymir a donc disparu. Il est normal de constater que pour faire disparaître les titans, il fallait satisfaire deux conditions. Libérer Ymir de l'emprise du chemin, puis tuer l'originel. Comme ça, la malédiction se brisera sans qu'un titan passe à un nouveau-né pour relancer le cycle. Le parasite n'ayant pas pu rejoindre le corps d'Eren est donc mort naturellement. J'apprécie un tout petit peu car ça reste logique pour ma part. On a donc Mikasa qui apporte la tête d'Eren à Armin pour le voir une dernière fois. Et effectivement, c'était horrible à voir en animé. Au tout début, nous pouvons voir un souvenir d'Eren enfant sur l'arbre, faisant référence au tout premier chapitre. Mikasa commence à verser des larmes, arrivé à un point où elle n'en pouvait plus. Elle désire rentrer chez elle. Tout d'un coup, on plonge dans un rêve, un autre monde, où Mikasa et Eren s'étaient échappés ce jour-là, après qu'elle lui avait avoué ses sentiments dans le chapitre 123, voulant vivre ensemble durant les 4 prochaines années, la durée restante à Eren avant de mourir à cause de la malédiction d'Ymir. Dans cet univers, Mikasa est en train de dormir et se réveille exactement comme Eren dans le tout premier chapitre, les larmes aux yeux. Eren et Mikasa avaient donc complètement abandonné leurs amis et tous les habitants de Paradis pour vivre en étant égoïstes. En fuyant la réalité, il a sauvé le monde du grand terrassement. Eren admet que lui-même était perdu entre cette idée de vivre comme du bétail et le génocide mondial. Alors, il décida de vouloir vivre ses 4 ans tranquillement avec celle qu'il aime. Et petit à petit, Eren commençait à avoir les marques de transformation annonçant le retour de la réalité selon moi. C'est ce qu'Isayama vient de nous montrer avec ce rêve, qui était relié à celui d'Eren dans le tout premier chapitre. Lorsqu'Eren a eu les souvenirs futurs, c'était celui du rêve montré à Mikasa. Je dis rêve, mais c'est plus comme ce qu'a fait Sig avec Eren en quelque sorte dans le chemin. Et le fait que Mikasa ait souvent ces mots de tête s'expliquerait par le fait qu'elle résiste aux souvenirs envoyés. On sait que l'originel ne peut ni modifier, ni supprimer les souvenirs des Ackerman, mais Mikasa reste une Eldienne. C'est pour cela que malgré tout, elle a eu des flashs. Ce jour-là, lorsqu'Eren Yeager était entré en contact avec Historia, il a eu accès à plein de souvenirs. Intéressant et fascinant de voir cet homme supporter tout ce qu'il subissait et tout ce qu'il portait sur lui. Car n'oubliez pas, certains ne tenaient pas le coup, comme ce qu'on a vu avec Frida Reiss qui parfois entrait en dépression à cause de la mémoire du monde. Le pouvoir de l'originel retire à son possesseur cette notion de présent et de futur, allant jusqu'à les confondre. De plus, avec le pouvoir d'obtenir des visions du futur grâce au titan assaillant, Eren était devenu complètement fou. Dina Fritz, le titan souriant qui avait autrefois dévoré la mère d'Eren, était en réalité influencé par ce dernier. Aussi cruel que ça paraît, il y a une raison à tout ceci. Bertolt ne devait pas mourir à cet instant. Je suis certain que tout le monde s'est pris une gifle avec cette énorme révélation. Et quand on y réfléchit bien, Eren avait également fait la même chose avec Grisha pour laisser Rodreiss en vie pour que ce futur qui est déjà écrit se reproduise. Non, on ne peut modifier ni le passé ni le futur, tout devait se passer comme tel. Il n'avait pas le choix.
choix. Et bien sûr, lorsqu'on parle de temporalité, il y a forcément un paradoxe. On a donc la réponse concernant le mystère de cette case dans cette planche de souvenirs de la page 7 du chapitre 130. Ça m'a brisé de voir Eren se confier comme ça ce qu'il s'était réellement passé. La fin de l'attaque des titans en manga était sortie en 2021, mais à présent, même en 2023, j'ai chialé comme avant. Comment le chara-design du titan bestial est attribué à ses possesseurs? Voici une question très intéressante dont j'ai peut-être la réponse car personne n'en a jamais parlé. Mais avant tout, commençons par les bases. Le bestial est l'un des 9 titans primordiaux les plus puissants. On n'en a vu que très peu pour le moment, à savoir le bestial de Sig Yeager, celui de Tom Xaver qui pourrait être un bélier et celui de Falco qui est un mélange du titan mâchoire et le bestial, vu que ce dernier a ingurgité le liquide cérébrospinal de Sig. Ce dernier est représenté comme un singe sous sa forme de titan, sachant qu'il avait une petite affection pour ses mammifères quand il était enfant. On peut donc se baser sur ça pour dire qu'Ymir façonne un titan vis-à-vis des préférences du sujet Eldia. Tout ça est cool, mais maintenant imaginez qu'Hajime Isayama se soit en réalité inspiré des signes astro-chinois. Si on suit cet ordre, ça peut à peu près coller à ce que nous avons dans le monde de l'attaque des titans. Xaver comme un bélier ou une chèvre, Sig comme un singe, Falco comme un coq, cela voudrait dire que le prochain bestial serait un chien. J'aurais aimé voir ça. Pour les animés en lit, Mikasa s'est mariée avec Jean et a eu un enfant. Leur famille s'est vue grandir, Mikasa finit par mourir et le cycle de haine continue, même sans les titans. L'homme est un loup pour l'homme, c'était clairement le meilleur épisode que j'ai vu de ma vie. Alors bien sûr, le fait que ce soit la fin joue un peu, mais c'était tellement bien animé, c'était bien respecté de la part de Mappa Studio que je n'ai rien à dire là-dessus. La partie 1 était catastrophique, la partie 2 un peu mieux et le studio n'a fait qu'évoluer. Vraiment un grand merci aux animateurs et un grand merci à Hajime Isayama. L'attaque des titans est clairement l'œuvre de ma vie. Le manga est fini en 2021, je continuais quand même à produire du contenu sur ce manga et j'ai envie de dire que peut-être ce n'est pas la fin. Il y a encore beaucoup de choses à dire, on pourra peut-être focus et parler de plein de thématiques prochainement, mais il va falloir attendre. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé, j'ai juste voulu refaire une vidéo pour vivre quelque chose que j'avais perdu il y a très longtemps, c'est le fait de reproduire une certaine review, parce que ça me manque terriblement. Je ne retrouve plus de mangas comme l'attaque des titans, et toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'ici, que ce soit sur Chainsaw Man, sur Kaiju, ou sur Before the Fall, ce n'était clairement pas pareil. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner aussi, et à la prochaine. その道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。一匹残らず